Je suis Louis XX, descendant de Saint-Louis. Aujourd'hui, dans cette période tumultueuse, je vous demande de regarder vers l'histoire, vers notre héritage. Je suis prêt à mettre le manteau royal pour défendre notre belle France, son peuple, sa foi. Ensemble, chassons les ennemis du Christ. Il est temps d'œuvrer ensemble au retour d'un état de justice. Cet espoir, je souhaite l'incarner. Je me sens prêt. Je suis disponible pour la France. Je reste en réserve et au service de la France. Bonsoir à tous, bienvenue dans Histoire de France, la légitimité des Lys et le duc d'Anjou, 5e partie. Demain le roi. Vous nous aviez tués et enterrés, et nous voilà plus vivants que naguère. Tertullien. Les fonctions du roi consistent principalement à laisser agir le bon sens, qui agit toujours naturellement et sans peine. Louis XIV. Je préfère obéir à un beau lion qu'à 300 petits rats comme roi, et comme moi, Voltaire. En France, le corps politique a besoin d'un maître, plus que partout ailleurs, Antoine de Rivarol. La France ne peut This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. pas périr, car le Christ aime encore ses francs. Henri V. Il n'y a pas d'homme, nous dit le prophète, parce que la vérité est à terre. Monseigneur Édouard Pie. La démocratie, c'est le mal, la démocratie, c'est la mort. Charles Maurras. Tout désespoir en politique est une sottise absolue. Charles Maurras. Par l'épée et par le sacre, par l'épée du sacre, il est celui qui procure la paix. Pierre Chaunu. De plus en plus de Français rejettent le système qui, fruit de la grande révolution, les gouverne et les oppresse. Les tintamarres et les trémolos laudatifs qu'orchestrent les gitons de Marianne, Guenip à laquelle cette année de sanglants anniversaires, une grâce chipie d'Orient, sont parfaits symboles. Auguste en jupe up-to-date, d'une clownerie télévisée subversive, prête sous forme d'hologramme, vendu 30 000 francs aux mairies, les grosses lèvres ourlées, les yeux globuleux, les appâts lourds et la croupe épaisse dont l'affligea Jéhovah. Les tintamarres et les trémolos laudatifs qu'orchestrent les gitons de Marianne autour de la pure impureté constatent violemment que le désaveu que celle-ci et sa fille, la République, rencontrent dans une large frange de l'opinion. Les sondages tant prisés des barbudos, 68ards, des métécoïdes, des battleurs de droite et de gauche, lorsque les chiffres entérinent leur lorgorée, l'étalent, le hurlent. 70% des administrés de M. Mitterrand critiquent la célébration de l'ignominie de 1789. 42% boudent les urnes. 20% rallient les mouvements d'apparence hostiles aux clans et aux brigands de la classe politicienne. Ça aspire à un État robuste, intègre et humain. Depuis 1934, jamais l'abîme isolant le palais légal au pays réel n'a paru si profonde qu'aujourd'hui. Jamais les Français n'apparurent si favorables, 17% d'entre eux disent leur attente d'un roi, au retour de la monarchie. Cette monarchie tolérera-t-elle le truisme ? Ne saurait-ce être que la monarchie légitime, justicière de Caliban, qu'il soit coiffé du bonnet phrygien ou de la couronne de paillasse orléaniste. Décédé à la fleur de l'âge, Monseigneur le duc d'Anjou et de Cadix était l'espoir de la patrie. Sa fin porte, avec ses droits, la fortune de la France à son fils, Monseigneur le prince Louis-Alphonse, le maître des Lys, ne meurt point. Le public est peu informé du nouveau roi, très chrétien de jure. Nous croyons qu'il n'est qu'un bon moyen de combler la lacune, rappeler qu'il fut que pensa le duc d'Anjou. Le duc d'Anjou éleva Monseigneur Louis-Alphonse, et connaître le semeur, c'est connaître la moisson.
Quelle est la première partie de la politique? L'éducation, la seconde, l'éducation et la troisième, l'éducation. Professa Michelet, quelquefois pertinent, tellement rare. Le prince Alphonse de Bourbon, duc d'Anjou et de Cadix. Il naquit à Rome le 20 avril 1936, un petit prince vint de naître, de, bien sûr, son Altesse Sérénissime le prince Jacques et la princesse Emmanuelle. Il est peut-être destiné à être un jour l'aîné de sa race, c'est-à-dire, car la règle est impérative, le roi, écrivit alors Paul Vatrin, le 17 mai, le cardinal Pacelli, le futur pape Pie XII, baptisa l'enfançon. La République dominatrice de l'Espagne, le prince Alphonse vécut sa jouvence en exil. Il étudia au lycée français Chateaubriand de Rome et au collège Saint-Jean de Fribourg. Studieux, attentif aux leçons, le petit-fils du Capet n'en était pas moins un garçon plein d'ardeur, émérite aux exercices physiques, et ne rechignant point à frotter ceux de ses camarades, à ses risques tout pour lui manquer, soit de respect, soit parce qu'il le voulait. Installé à Madrid au mois d'octobre 1954, le prince Alphonse, que son père avait investi des titres de duc de Bourbon et de duc de Bourgogne le 25 novembre 1950, s'inscrivit à la faculté de droit en 1956. L'étudiant égala l'élève. Licencié, diplômé en sciences syndicalistes, multilingue, il usait du français, de l'espagnol, de l'italien, de l'anglais et de l'allemand. Le jeune duc fut le miroir du prince moderne, conservateur de la tradition. Homme du XXe siècle, 8 fois champion de ski universitaire, officier de l'armée de l'air, le prince Alphonse n'oubliait point les responsabilités inhérentes à son rang. Sorte de roi associé, il fut près d'Henri VI dans la plupart des manifestations du légitimisme, présida une association estudiantine parisienne de fidèles de la branche aînée. Avocat non pratiquant au barreau de Madrid et ambassadeur d'Espagne en Suède de 69 à 73, président de l'Institut de la culture hispanique, le ministère de la Culture Haute-Pyrénées, et de 73 à 77 est à une époque vice-président tras los montes de la Chambre de commerce italienne. Le prince Alphonse épousa le 8 mars 1972 mademoiselle Marie-Carmen Martinez Bordiú y Franco, petite-fille du Caudillo. Caudillo qui le fera duc de Cadix le 22 novembre. Cette union engendra le 22 novembre 1972 et le 25 août 1974 Monseigneur François qu'Henri VI créera duc de Bretagne le 13 octobre 1973 et le prince Alphonse instituera duc de Bourbon le 3 août 1975. Et Monseigneur Louis-Alphonse que le prince Alphonse titrera duc de Touraine le 19 septembre 1981 puis duc de Bourbon le 27 septembre 1984. Le bonheur paternel du prince Alphonse n'excéda point 13 ans. Le 5 février 1984, le prince, accompagné de Monseigneur François, de Monseigneur Louis-Alphonse et de leur préceptrice, quitta au volant d'une Citroën CX la station de sport d'hiver où il avait séjourné avec ses enfants et le pédagogue. La voiture roulait vers Madrid. À peu de kilomètres de Pampelune, à la bretelle d'une grande route, le véhicule emboutit un camion. Choc indescriptible, la CX fut broyée. Le prince, Monseigneur François, Monseigneur Louis-Alphonse et le professeur furent grièvement blessés. Monseigneur François expira le 7. Le prince pleura jusqu'à sa mort son fils chéri. Au mois de novembre 1988, à la question d'une journaliste espagnole, « Croyez-vous que vous vous remettrez du trépas de Monseigneur François ?» Il répondit « Non, non. L'on ne se remet pas d'une expérience comme celle-ci. Perdre un fils, c'est la pire des choses pour un père. La loi de la vie veut que les pères disparaissent avec les fils. C'est triste mais naturel. Au contraire, il est anormal de perdre un enfant de cet âge. Monseigneur François avait 12 ans. C'est insupportable, mais croire en Dieu m'a aidé. Père douloureux, chrétien accompli, devenu le roi de France de jure, Alphonse II, le prince Alphonse, était titré duc d'Anjou. Sous ce nom, il poursuivit, en l'intensifiant, le travail d'État d'Henri VI, œuvra sans relâche au dommage d'une carrière à la Banque extérieure d'Espagne que son médiocre patrimoine l'avait astreint d'entreprendre. À la restauration de l'idéal légitimiste de la grandeur française. Sa dignité a tant d'aisance, son accueil est si bienveillant qu'il serait impossible d'être avec lui familier, ni gêné d'ailleurs. Lui-même demeure familier tout en demeurant prince. De la duchesse de Maillé, ces deux phrases évocatrices de Charles X eussent pour s'appliquer au duc d'Anjou, Bourbon de tournure et d'approche, Alphonse II l'était autant de cœur et d'esprit.
Habitué à la démagogie du duc d'Orléans, à ses palidonies, à ses artifices, à ses boniments de boutiquier levantin, à ses pitreries gauchardiennes, les néo-orléanistes et les contre-deux-partistes ne sentirent point la prud'homie de Monseigneur le duc d'Anjou, qu'ils accusaient de manquer de profondeur spirituelle et intellectuelle, de sens politique. Jobard et Coquin confondaient aîné des Capétiens et agent électoral, successeur et prétendant. La vision qu'avait Alphonse II du métier du roi, du gouvernement du précaré, des problèmes de la France, la voici abrégée, testament d'État en somme laissé à Louis XX. Le prince l'exprima du nord au sud, de l'est à l'ouest du pays qu'il sillonna à son existence durant, toujours reçu dans les cités et les bourgs, en maître des lices. Je ne faillirai pas à mon devoir, je vous le redis sur le seuil de cet endroit sacré, le couvent de la Castagna-Vizza, de la pérennité française, ici même où, en vertu des décrets insondables de la divine providence, une branche de la maison royale s'est éteinte en transmettant à la suivante la flamme de notre tradition monarchique. C'est bien ici le lieu pour le redire, sur le seuil de cette crypte où reposent ces illustres morts. Bien des problèmes ne se posent plus comme à cette époque, mais il n'en reste pas moins que l'esprit qui anima le comte de Chambord doit être respecté. Cet esprit était proche des idées de Monseigneur Pie et de Blanc de Saint-Bonnet. Il découlait de la tradition la plus ancienne de la France, qui est très chrétienne, branchée sur l'ordre naturel du divin. Ma position est souvent mal comprise. Le trône de France n'est pas, à mes yeux, une affaire de prétendance. Il est d'abord héritage de l'histoire qui aboutit à ma personne et qu'il m'appartient de représenter avec autant de simplicité que de fierté. Être l'aîné des Capétiens, c'est aussi en second lieu une disponibilité politique, ne serait-ce qu'aux yeux des Français respectables qui sont restés fidèles à cette tradition. Ce n'est pas l'aîné de descendants de Hugues Capet et de Saint-Louis de proposer un coup d'État ou d'ambitionner une carrière politique. Je n'ai pas à en décider personnellement. C'est l'affaire de la Providence et des Français. Louis XV déjà le pensait ainsi, pour le cas où la dynastie aurait disparu. Mais la dynastie n'ayant pas disparu, je reste en réserve et au service de la France, comme l'ont toujours été les aînés de ma famille, dans les jours glorieux comme dans les jours sombres. Je comprends qu'il n'y ait d'autres lectures, d'autres interprétations que la mienne de la monarchie française. Cela aussi relève de l'histoire. Le bonapartisme est une formule de monarchie. L'orléaniste de Louis-Philippe en a été une autre. Les princes d'Orléans qui descendent de Louis-Philippe, c'est-à-dire d'une branche cadette en rupture avec la tradition, peuvent, s'ils y tiennent, prolonger cette vision d'une monarchie issue de la Révolution libérale. Mais la tradition de la légitimité, telle que l'avaient compris les 8 siècles de l'ancienne France royale, a toujours été représentée par l'aîné des Capétiens. Non parce qu'il est le plus intelligent, le plus beau ou le plus vieux, mais parce que cette règle de primogéniture l'investit justement de la légitimité, le place hors des compétitions et des querelles partisanes. Je suis cet aîné des Capétiens, et j'en revendique donc, sinon les droits qui sont peu de choses, du moins tous les devoirs que je n'oublie pas. Je l'ai déjà déclaré, il y a dans cette longue aventure de la France capétienne des recettes à retrouver et à appliquer de nouveau à nos sociétés déboussolées, à un ordre social conforme à la loi naturelle et à la loi divine, c'est-à-dire au décalogue et à l'évangile. Une exaltation de la famille, qui est la cellule de base de toute société normalement constituée, le respect et le maintien du dépôt de la tradition qui nous vient du fond des âges, un pouvoir suprême qui incarne le destin de la nation et qui soit durable, non sujet aux aléas de l'opinion, pouvoir fort dans ses attributs régaliens, mais tempéré dans son exercice. Pour tout dire, paternel et dévoué au bien commun. Je ne cite ici que quelques recettes tirées du vieux livre de l'histoire de France, mais recettes qui ont fait leurs preuves et qui ont fait la France. C'est aux Français de savoir s'ils veulent dans cet ancien livre, qui contient encore, je peux l'espérer, bien des pages vierges disposées par la providence divine, écrire de nouveaux chapitres de leur avenir sur le papier solide de leur histoire passée. Je ne suis pas un prétendant, je suis l'aîné des Capétiens et le chef de la maison de Bourbon, voilà tout. Ensuite, je crois que ces notions de droite et de gauche sont plus politiciennes, plus idéologiques que réelles. Tout cela aujourd'hui en Europe occidentale est un peu dépassé et je pense que nous ne réglerons pas les formidables défis qui se posent à nos sociétés et à l'humanité tout entière en réduisant notre compréhension des choses à une fallacieuse opposition droite-gauche ou
la non moins fausse alternative libéralisme effréné, socialisme et doctrinaire, il y a une voie à trouver, ou plutôt à redécouvrir dans les profondeurs de notre tradition et de notre histoire. La seule mission que j'ai à remplir, c'est de maintenir la tradition royale de ma famille. C'est donc des devoirs que j'ai à assumer. Mais au nom de cette mission et de ces devoirs, j'estime avoir un droit, celui de rappeler aux Français leur tradition et leur histoire. Le comte de Paris est le chef d'une branche cadette de ma maison, une branche qui s'est constamment opposée, depuis au moins le XVIIIe siècle, aux aînés de la maison de Bourbon. Que mon cousin d'Orléans prétende recueillir l'héritage de son aïeul Louis-Philippe, c'est-à-dire une quasi-5e dynastie née de l'usurpation de c'est son droit, mais le chef de la maison royale de Bourbon, c'est moi, parce que dans notre maison, et depuis 1000 ans, le chef est toujours l'aîné. Je ne commettrai pas l'impair d'appeler à voter pour qui ce soit. Pour qui que ce soit, la tradition que j'incarne ici ne m'y incline pas. Et comme vous le savez, elle n'est pas vraiment républicaine. Le principe que j'incarne est un principe d'union et de réconciliation, pas d'exclusion et de faction. Je n'ambitionne pas le pouvoir et rien de mes propos ou dans mes actes ne pourrait controuver ce que je dis. Simplement une famille, comme la mienne, n'a d'autre raison d'être que de servir. C'est ce que nous faisons depuis 1000 ans, et plus avec, je crois, un bilan plutôt positif. En tant que chef de cette famille, je suis dans les mêmes dispositions que les aînés successifs qui m'ont précédé. Je suis comme eux, disponible et prêt à servir, non pas pour assouvir je ne sais quelle ambition, mais parce que c'est la tradition de ma famille et que j'en suis le chef. Mon avenir personnel ne me préoccupe pas, mais celui de la France, de l'Europe, de la chrétienté, de la civilisation occidentale, oui. Depuis bientôt 2 siècles, les Français ont connu toutes sortes de régimes. S'en sont entichés, puis s'en sont dégoûtés. Peut-être, qui sait, voudront-ils un jour revenir à d'anciennes recettes qui ont fait la grandeur et la gloire de ce pays. C'est à eux d'en juger et à eux de l'exprimer. S'ils ont un jour besoin des Capétiens, fasse le ciel que les Capétiens soient toujours là et que ce soit moi, mon fils, le fils aîné de mon fils, dans ma famille, le principe que nous incarnons ne meurt, lui, jamais. Pour civiliser ce pays, il y eut certes le considérable travail de christianisation accompli par l'Église, mais la continuité capétienne a constitué l'épine dorsale de notre histoire. C'est elle qui a maintenu au long des siècles la cohésion du corps social en l'acheminant dans la durée, vers sa finalité, c'est-à-dire le bien commun de la société et le salut des âmes. Depuis la fin de l'Ancien Régime, la France a duré sans les Capétiens, mais ne s'est pas interdit de penser que c'est aussi sur cette lancée capétienne que la France a pu durer en puisant, si vous me passez l'expression, dans les ressources énergétiques accumulées au cours de bien des siècles. Si l'histoire de France semble s'être détachée de celle de la dynastie capétienne depuis 1 siècle et demi, rien n'empêche d'imaginer de futures retrouvailles, voire d'y contribuer. Après tout, si la France est toujours là, grâce à Dieu, les Capétiens le sont aussi. Les temps qui viennent vont être très difficiles. Les menaces s'accumulent. Si les Français ne s'unissent pas en faisant taire leurs dissensions, l'avenir de ce pays risque d'être compliqué. 1992, l'acte unique européen, c'est pour demain. Mais d'ici là, à cette date qui pourrait prévoir ce qui arrivera, le communisme soviétique est plus menaçant que jamais, même s'il se repeint aujourd'hui, comme à d'autres occasions dans le passé, de pimpants de couleurs. Les États-Unis amorcent une espèce de désengagement de l'Europe et cette dernière s'épuise dans les débats byzantins sur les quotas laitiers ou le cours des choux-fleurs. Nos sociétés sont affaiblies par des virus de désagrégation. La religion, la morale, le sens du devoir et du sacrifice semblent régresser inéluctablement. Certes, on constate des progrès dans le domaine de la technique. L'homme a marché sur la Lune, mais à quoi servirait à l'homme de conquérir l'espace s'il en vient à perdre son âme et son identité? Ce qui compte par-dessus tout, c'est l'espace intérieur. Et cet espace-là qu'il faut reconquérir, le redressement est à ce prix. Il ne saurait y avoir dans quelque société, que ce soit de permanence ou de continuité, sans le respect des droits fondamentaux de la famille, qui est la cellule de base de toute société, constituée selon l'ordre naturel et divin. L'ancienne monarchie française, traditionnelle et très chrétienne, offrait à toutes les familles de France l'image d'une famille royale qui les récapitulait toutes. Et le roi était réputé, non sans raison, père de tous les Français. C'était là une conception de la société sans doute fort éloignée de celle qui prévaut de nos jours, mais il ne serait pas malvenu de s'en inspirer de nouveau. Il appartient à chacun d'y réfléchir, puisse la miséricorde divine pouvoir à cette utile médiation pour que chacun se reprenne à espérer.
Je le dis sans esprit de polémique, mais en tant que catholique et en tant que père. Est-il tolérable qu'une nation d'antique civilisation comme la France soit le premier pays occidental à autoriser la mise sur le marché d'une pilule abortive, d'une arme de mort en temps de paix? N'est-ce pas là la nouvelle et incroyable violence faite à l'enfant et à toutes les valeurs qui fondent notre société? Mais n'est-ce pas aussi un mauvais coup porté à notre avenir? Il est mon devoir de rappeler que la banalisation de ces pratiques abortives nous prive chaque année de centaines de milliers d'enfants, c'est-à-dire d'une énorme potentiel de joie pour les familles et de talent pour nos sociétés. C'est bien là le symptôme d'un profond malaise de notre civilisation. De là, devant l'absence, ou plutôt l'oubli de normes supérieures, la loi civile permet de faire le choix entre différentes catégories d'êtres. L'enfant comme le vieillard, avec l'euthanasie, en est la victime muette et innocente. On sent encore mieux la profondeur du mal en se rappelant que le Code civil reconnaît toujours en matière patrimoniale que l'enfant existe sitôt sa conception, puisqu'il est légalement apte, par exemple, à recueillir un héritage. C'est ce que l'on peut lire à l'article 725 du Code civil. C'est ce qui ronge insidieusement nos sociétés modernes. Et l'on peut s'interroger sur la valeur des droits de l'homme, dès lors qu'on considère comme un droit l'avortement alors qu'il est une violation directe du droit fondamental à la vie de tout être humain. Sous le faux prétexte d'invoquer des situations critiques, plutôt que de recourir à des pratiques réprouvées par l'Église et au rejet de l'enfant, conviendrait plutôt de réfléchir à son accueil. Voici un grand débat de société, utile et positif, à la mesure de la grandeur de la France et de sa mission. Redéfinir le rôle et le statut de la famille, développer une dynamique politique familiale, simplifier les procédures de l'adoption, aider les mères en situation de détresse psychologique ou matérielle. Ce sont là, j'en suis sûr, des thèmes qui intéresseraient tous les Français et des problèmes qui peuvent trouver des solutions valables pourvu qu'on ait la volonté de les poser et de les affronter. Ce n'est certes pas une solution de facilité, mais c'est le moyen d'assurer notre avenir en tant que société. L'immigration dont on parle tant aujourd'hui aura au moins eu l'avantage de faire prendre conscience à de nombreux Français de ce qui est leur identité et quelles sont les valeurs fondatrices de ce pays. Quand on est confronté à des modes de vie, des cultures ou des religions non seulement différentes mais opposées aux siennes, on réfléchit et on réagit. Le débat sur l'immigration n'a rien d'académique. Il est très concret, très réel. Vous avez d'un côté un tiers-monde pauvre et en pleine explosion démographique et de l'autre un Occident riche qui ne renouvelle pas ses générations. La nature a horreur du vide. Il en va de même dans la société humaine. Ce double déséquilibre constitue une grave menace et on peut lui trouver une solution valable que dans le développement économique du tiers-monde et le redressement démographique de l'Occident. L'un et l'autre conditionnent la paix pour les années qui viennent. Il me semble que la France et l'Europe peuvent trouver avantage pour de nombreuses raisons. À la formation de véritables élites pour le tiers-monde. Encore faut-il que cette formation soit adaptée aux besoins réels des populations. Quand le garde-manger est vide et que les enfants pleurent de faim, croyez-vous que c'est le moment pour un père de famille de s'initier à la philosophie? J'ai pourtant l'impression que dans les universités françaises, on forme plus de ressortissants du tiers-monde à la sociologie qu'à l'agronomie. Quant au redressement démographique de l'Occident, il faudrait qu'il se fasse et nous serons progressivement submergés par un tiers-monde, attirés par nos richesses matérielles et notre dépopulation. Ce qu'il faut, c'est que le tiers-monde produise des richesses réelles chez lui. Ce qu'on a chez soi, on ne convoite pas chez le voisin. Il convient aussi de redresser la courbe déclinante de notre démographie. C'est l'affaire de l'État, par des mesures appropriées, mais c'est d'abord celle des individus. Tout cela, de nos jours, est rendu très difficile par la perte des valeurs traditionnelles qui ont fondé nos sociétés. La religion et la morale naturelle, par exemple. Il faut redécouvrir au plus vite ces valeurs. Pour ce qui est de l'immigration clandestine, je ne vois pas où est le problème. Écoutez, il ne me viendrait pas à l'idée de m'inviter à dîner chez des gens où je ne suis ni attendu ni prié. Quand cela se produit, le maître de maison vous reconduit fermement à sa porte. Pour les immigrés qui sont installés en France depuis de nombreuses années et qui ont fait souche, il est conforme, me semble-t-il, au bon sens qu'ils s'assimilent à la société qui les accueille et cela commence par l'apprentissage de la langue. Il est pour le moins incongru, comme je l'ai lu dans les journaux, que l'État subventionne l'enseignement de l'arabe, par exemple, pour des jeunes de la seconde génération au nom de je ne sais quel respect de leur identité. Mais s'ils sont nés en France, vivent en France et sont de la société française, il est logique qu'ils se comportent en français à temps plein, si je puis dire, et non en temps partiel. La France ne me semble pas être le lieu géographique, historique et culturel le plus approprié à la revendication de l'arabité. Les pays arabes m'apparaissent plus indiqués. Quoiqu'au-dessus des engagements de faction, Monseigneur le duc d'Anjou ne tergiversera jamais
à prendre des initiatives ponctuelles quand les circonstances l'exigeaient de son honneur. Les 3 dernières furent particulièrement louées des Français. Au mois de janvier 1986, le prince s'éleva publiquement contre la représentation à la chapelle expiatoire d'un excrément théâtral Pénélope, qui peignait les épreuves d'un tendron livré au fantasme d'un incestueux, d'une nymphomane et d'une sadique. L'ancien ministre de la Culture, Jacques Lang, avait commandité la crapulerie due à une Anglaise pornocrate, le nouveau François Léotard, autorisé quand le temple fut mis en scène le sordide spectacle. Au mois de juin 88, l'aîné des Capétiens agit identiquement lorsque des cinémas projetèrent le film blasphématoire La dernière tentation du Christ. Et au mois de janvier 1989, il justifia sans excuser les voies de fait le chahut qu'au Bouffe du Nord, des adolescents avaient organisé pour perturber le tour de chant d'une harpie interprète de goulagante tricoteuse. En 86 et 88, le comte de Paris n'avait point pipé. En 89, le chef de la maison Égalité s'était indigné du brouhaha. Le comte de Paris est plus républicain que je ne le suis, riait Édouard Herriot. Le drame atroce dont les journaux écrits, parlés, télévisés, informèrent lecteurs, auditeurs et téléspectateurs le 31 janvier 1989 frappa les légitimistes à l'âme, atterra les gens de bien. Monseigneur le duc d'Anjou et de Cadix avait trouvé la mort la veille au Colorado, à Beaver Creek, cadre des championnats du monde de ski alpin. Le 30 janvier, date américaine, le prince, à 4 heures de l'après-midi, était descendu à grande vitesse, chaussé de planches, bâton en main, le circuit masculin de Val-Valais, circuit que le jury des championnats l'avait convié à essayer. Piste d'année, route de Samarcande, les amartures de la banderole arrivées, inconsciemment guindé, le prince percuta l'inévitable obstacle d'acier, et le métal lui sectionna l'artère jugulaire. Le maître d'hélice avait succombé dans la seconde. Le sport, sa passion, le sport où il voyait une philosophie, une psychologie qu'il estimait important car obligeant à une discipline personnelle, à se surpasser à l'esprit d'équipe et au respect de l'autre, l'avait été son meurtrier. Le 22 janvier, 5000 légitimistes auront encore acclamé le prince à sa sortie du traditionnel office dit annuellement en souvenir de Louis XVI à la chapelle expiatoire. Alors vive le roi, le fils d'Henri V avait répondu « Non, non, mes amis, vive la France, vive la France ». Le duc d'Anjou et de Cadix étaient chefs et souverains, grands maîtres de l'ordre du Saint-Esprit, de l'ordre de Saint-Michel, de l'ordre de Saint-Louis, grand croix de l'ordre d'Isabelle la catholique et de l'ordre de l'étoile polaire de Suède, bailli grand croix de justice de l'ordre constantinien de Saint-Georges et de Sicile, chevalier d'honneur et de dévotion de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte, chevalier grand croix de l'ordre de Saint-Maurice et Lazare de Savoie et d'Italie, frère protecteur de la fraternité royale de Notre-Dame de la Charité Illescas, prévôt des chevaliers du Corpus Christi de Tolède, chevalier de l'ordre de la Merci, docteur honoris causa de l'université de Montevideo, roi des listes de jure, le prince était de surcroît membre d'honneur titulaire de la Société des Cincinnati de France en tant que représentant de Louis XVI. Maire d'honneur de la ville de Jonage, citoyen d'honneur de Sète et de Montpellier, protecteur et président d'honneur de l'Institut de la Maison de Bourbon, président d'honneur du Mémorial de France de Saint-Denis, président d'honneur de l'association Vendée Militaire, grâce à l'intervention de Monseigneur le Duc d'Anjou, qui était depuis 1977 président de la Fédération espagnole des sports d'hiver, depuis 1984 membre du comité olympique espagnol qu'il présida, et membre du conseil de la Fédération internationale de ski. Albertville fut choisi pour accueillir les Olympiades d'hiver de 1992. Quelques minutes avant qu'il ne s'élança du mont neigeux vers son trépas, Alphonse II avait déclaré à un journaliste américain « Je dois admettre que beaucoup de Français me considèrent comme l'héritier du trône. Je peux vous avouer que j'y suis préparé et que ce serait pour moi un immense honneur. » La tragique perte du prince irréparable déploie celle du légitimiste. Monseigneur le duc d'Anjou et de Cadix au tombeau, les lois fondamentales obligent Monseigneur le prince Louis-Alphonse, le roi Alphonse II est mort, vive le roi Louis XX, vive le roi Louis XX. Né jour pour jour, 760 ans après Saint-Louis, successeur de la 10e génération de Louis XIV, vive le roi Louis XX. Avec l'aide du Très-Haut, la petite fille Espérance conduira, souriante dans le soleil, à la cathédrale de Reims, et qui, chrétiennement sacrée, renouera les destins français. Le roi Alphonse II est mort, vive le roi Louis XX, viva Rex in aeternum.
La famille royale est une famille simple, humble, avec des vraies valeurs. Les traditions et l'héritage de notre pays coulent dans leurs veines comme dans les nôtres. Le roi et son peuple ne font qu'un. Leurs enfants, la princesse Eugénie, le prince Louis, dauphin de France, le prince Alphonse et le prince Henri sont les dignes descendants de la dynastie des Bourbons et sauront honorer la mémoire de nos ancêtres, et être dignes de l'héritage que leur transmettront leurs pères, Louis XX. Le roi nous appelle de tous ses vœux. Répondons à son appel et proclamons-le, roi de France. Les vœux 2025 de Louis de Bourbon, duc d'Anjou. Au seuil de l'année 2025, fidèle à ma position d'héritier de la plus ancienne tradition politique française, j'adresse mes vœux de bonheur et d'espérance à tous les Français. Que l'œuvre des siècles continue. Que la nouvelle année permette à chacun de retrouver les chemins de l'espoir, et de croire de nouveau, en l'avenir. Cette voie est possible si nous en avons la volonté. L'histoire de la France nous apprend qu'il n'est jamais de situation si désespérante soit-elle, qui ne trouve son dénouement. Il y a toujours eu des hommes de bien qui continuent à entreprendre et à se battre pour apporter à leurs contemporains cette harmonie et les progrès qu'ils chérissent tant. C'est pourquoi, malgré les temps difficiles que nous vivons, j'ai confiance quant au retour de jours heureux. Si collectivement, nous œuvrons dans ce sens, et si individuellement, nous acceptons nos responsabilités de tout ordre, dans le souci de l'équilibre entre droits et devoirs. Cela passe par les familles et nos activités qui doivent être soucieuses du bien commun. Sans doute faut-il aussi ouvrir une réflexion sur les institutions comme cela a été souvent le cas au cours de notre histoire. Comment ne serions-nous pas capables de faire ce qu'ont réalisé en leur temps, Louis IX, François Ier, Henri IV, Louis XIV, à savoir faire évoluer la société non pas vers sa perte mais vers son salut? Les institutions actuelles ont montré ces derniers mois combien elles étaient usées et ne répondaient plus à ce qui fait normalement l'essence même du pouvoir. À savoir la gestion des hommes et des choses. La démocratie n'est plus qu'un vain mot quand elle n'assure plus la représentativité des forces vives. Le droit lui-même est bafoué quand il sert les intérêts de certaines communautés et ne garantit plus la justice, quand les délinquants sont préférés aux victimes, quand la partialité supplante l'équité. L'économie est faussée quand elle ne sert plus à produire pour répondre aux besoins, mais qu'elle n'est plus que financiarisation au profit de quelques-uns. Ce sont maintenant, non plus seulement telle ou telle catégorie de la société qui est atteinte, mais la société dans son ensemble, du haut en bas de l'échelle sociale. Tout nous porte à redonner à nos institutions le souffle qui leur manque depuis des décennies. Ainsi seront chassés les doutes et l'inquiétude qui rongent notre société et ébranlent la France. Appuyons-nous sur l'histoire, nos valeurs et nos traditions, revenons aux fondamentaux puisés aux racines chrétiennes et à celles de l'Antiquité gréco-romaine. Ce sont ces principes et ces valeurs dont la Révolution nous a coupés et qui peu à peu, ont été oubliés jusqu'à mener la France à l'abandon des promesses de son baptême. Retrouvons-les et la France se réinscrira dans sa destinée qui est d'être souveraine. Redevenant grande, fière, audacieuse, elle retrouvera aussi sa mission de modèle pour éclairer les nations. Elles en ont tant besoin, alors que dans une grande partie du monde la barbarie revient. Abandonnons les idéologies et le déni qu'elles engendrent pour renouer avec le réel. Retrouvons dans tous les domaines l'objectif du bien commun partagé. La res publica, c'est-à-dire la volonté de faire passer l'intérêt social nécessaire à tous, avant les individualismes. Cet esprit fait de volonté, de réalisme et de bon sens, est celui qui a guidé la France durant des siècles. Abandonné progressivement à partir du XVIIIe siècle, il n'est, heureusement pas perdu. Il demeure dans de nombreux foyers et se transmet dans les familles.
Amour du travail, du métier bien fait, souci des autres sont ce qui fait vivre la France que l'on aime et lui permet d'échapper aux fausses valeurs délétères qui détruisent notre société. Déjà, nous voyons des initiatives de bon sens se développer. On le voit dans le domaine social où de nombreux équipements consultants pour les enfants que pour les personnes âgées ou en fin de vie, les malades ou les handicapés, sont créés par les familles luttant contre les carences des structures étatiques. En matière d'éducation, des classes primaires à l'université, l'enseignement imposé par l'État trouve une heureuse concurrence chaque jour plus importante à mesure que le succès des nouveaux établissements est au rendez-vous. Reposant sur la transmission des connaissances et non des idéologies. En matière économique et entrepreneuriale, comment ne pas reconnaître que l'activité tient, grâce à l'initiative et à l'abnégation de quelques-uns. L'armée et la sécurité en général font également preuve d'une résilience qu'il faut admirer et encourager, alors que les moyens leur sont toujours comptés et que des législations contre nature sont imposées pour les forces de l'ordre. Agriculteurs et pêcheurs résistent pour faire valoir leurs pratiques visant à nourrir leurs contemporains, plutôt que de recevoir des primes pour créer des jachères. Toutes ces initiatives que je salue, forment le terreau sur lequel la France trouvera la force pour reprendre sa destinée en main. Quand toute la société sera ainsi progressivement reconstituée sur des bases saines, la réflexion sur les institutions pourra reprendre de manière à donner à la France les meilleures d'entre elles, les plus adaptées à son génie. Ainsi, il y a en ce début d'année suffisamment d'espoir pour croire en l'avenir. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur. La France possède de nombreux atouts. Il lui faut maintenant les ordonner vers le bien commun, vers le renouveau. Tels sont les vœux que je forme, en ce début d'année, sachant que Notre-Dame qui vient encore de faire tant de miracles, et Saint-Louis veille sur notre cher et vieux pays. À force de murmurer le nom du roi, naîtra l'espoir du roi. Puis la nécessité du roi. Enfin, la royauté renaîtra. Combattu, souvent. Battu, parfois. Abattu, jamais. Les Vendéens ne sont plus, mais leur combat est éternel, soyons-en dignes.